Iran, l'aller et le retour. La tempête parfaite, le bouclier silencieux et la lame de la nation ne s'arrêtent jamais et aiment le couvert de toute tempête. Donner aux fous le respect et la bride qu'ils réclament, voilà la tempête parfaite dans laquelle le crescendo réussit. L'espionnage silencieux des États-Unis ne dort jamais. Il tourne chaque tempête à son profit. Par Pascal Najadi et Yael R. Eastman. La première image vous prend à la gorge avant le premier mot. Un homme seul à la barre, au plein cœur du gros temps. Casquette bleu marine, veste de quart ruisselante de pluie, les deux poings refermés sur les rayons vernis de la grande roue. Derrière lui, la muraille de nuages de fer se déchire et un unique rail de lumière blafarde transperce le ciel. La mer court haute et grise jusqu'à l'horizon, hérissée d'écume. À bâbord, le dôme blanc du satellite Sailor et le projecteur de recherche montent leur garde. Les hauts bancs noirs tendus en travers du cadre, un cordage lové se balançant au bout de la baume. Un homme, une roue, un cap à tenir. Rien d'autre. Une vraie tempête, tout en maintenant le cap véritable. Washington, D.C. J'écris l'ossature de ces lignes depuis la mer, et la tempête, ici, n'a rien d'une figure de style. À l'instant où je couche ces pensées, nous traversons un véritable coup de vent, un violent Beaufort 8, des rafales grimpant au-delà de 33 nœuds, comme l'indique sans détour l'anémomètre de notre cockpit, et les photographies ci-dessus ont été prises au plus fort de cette épreuve. Et la voici encore, la même scène, mais plongée plus avant dans la nuit du grain. Les bleus virent à l'indigo profond, le ciel pèse plus lourd, la mer se fait plus noire et plus menaçante. Le même homme, la même roue, le même cap, mais le décor a resserré les rangs autour de lui. C'est l'instant dans toute sa rage. Le cliché a été pris par ma ravissante et sportive compagne, Coco, saisie pour moi par une main plus assurée que la mienne en cet instant. Me voilà à la barre. Les deux poings serrés sur les rayons de la roue, le ciel de tempête se déchirant derrière moi en un unique ray de lumière perçant les nuages de fer. Les vagues hautes courant à l'arrière, le dôme satellite Sailor, ainsi que le projecteur de recherche et de signalisation montant leur garde à l'avant. Un homme, une barre et un cap à tenir. Tout est là. Je vous dirai honnêtement ce que la seconde photo a failli me coûter. Mon iPhone 16 Pro Max tenu d'une seule main, la pluie martelant l'objectif, tandis que ma main gauche maintenait fermement la barre contre une mer qui ne voulait pas se laisser tenir. Je tenais à peine debout, encore moins le cadrage. J'ai appuyé une fois sur le déclencheur et j'ai laissé le reste au hasard. Un cliché rare, en vérité. J'ai bien failli perdre le téléphone pour m'être livré à un numéro d'équilibriste aussi ridicule à la barre. Voici ce que cette main unique a saisi. La prise de vue plonge depuis ma propre position de barreur. Au premier plan, ma main nue serrée sur le bois verni, ruisselante de pluie. Regardez bien. La pluie balayait le pont en rideau et ruisselait sur le taux au-dessus de nos têtes. La grande houle grise se dresse par le travers, plus haute que le bastingage. L'habitacle verni se tenait droit devant moi, le compas rougeoyant sous son verre lavé de pluie, stable, tandis que tout autour de lui tanguait et ruisselait d'eau. Et ma propre main sur la barre, tenant le cap. La troisième image est la vérité la plus discrète, les instruments eux-mêmes. Le lock Walker indiquant un peu plus de 5 nœuds sur l'eau, les milles de la traversée égrenés à côté, et l'anémomètre allumé et bloqué, le coup de vent s'annonçant en chiffres rougeoyants dans l'obscurité. Voyez par vous-même. Et les voici, ces chiffres dans le noir. Le panneau s'allume dans l'obscurité du cockpit, encastré dans son cadre de bois verni. À gauche, le lock Walker rougeoie en vert tendre, un peu plus de 5 nœuds sur l'eau, les milles de la traversée s'égrenant juste en dessous. À droite, le cadran du vent veille, bâbord et tribord gravés autour de l'aiguille, et le chiffre du coup de vent brûle en rouge au creux de la nuit. C'est le seul langage qui ne ment jamais en mer. Quant à nos amis français, qui, comme toujours, refusent obstinément d'apprendre le moindre mot d'anglais, ils sont en cale. Pas de petit déjeuner pour eux, du thé tout au plus, occupés à troquer leur confortable couchette double contre l'étroit plancher moquetté des toilettes, le seul endroit où le roulis et le tangage de la coque leur laissent un sentiment de sécurité. Encore un souvenir à rapporter de cette traversée sauvage, mais, en vérité, profondément gratifiante. Demain, nous touchons terre pour faire le plein
et savourer une bénie après-midi sur la terre ferme. J'ai hâte. Et, avec un peu de chance, un peu de soleil et un soupçon de chaleur de plus que ce que nous avons connu ici, sur le pont. Pourquoi vous montrer tout cela en tête de notre rapport de marqueur avancé sur la situation en Iran? Parce que c'est toute la leçon en une seule image. Quand la tempête est totale, quand la pluie vous aveugle, que la mer se soulève et que chaque instinct hurle de lâcher prise, le professionnel fait une chose avant toutes les autres. Il tient son cap. Il garde la main sur la barre et l'œil sur le compas, et il n'abandonne pas le cap aux caprices du temps. Ce compas n'obéit à aucune tempête, le nôtre non plus. Gardez cette image à l'esprit, car c'est précisément ainsi que le travail s'accomplit quand la surface rugit. Et venons-en aux faits. Il y a quelques jours, à la veille de ce long week-end du Memorial Day, j'ai exposé en détail l'aller et le retour de la question iranienne, puis j'ai fait la chose la plus aimable qu'un auteur puisse offrir à ses lecteurs. Je l'ai laissé reposer. Je l'ai laissé infuser 3 jours durant, à travers les grillades, les drapeaux et le recueillement solennel, afin que le bruit de la fête la recouvre, puis se retire. Le week-end est désormais terminé. Vous avez eu le temps de la méditer. Permettez-moi donc d'aller un pas plus loin et de vous offrir la clarté que le moment autorise à présent. L'aller, le retour, et par des mollahs d'aimants. Observez de nouveau le coup de fouet et ne vous laissez pas déstabiliser. Un jour, l'accord est largement négocié, sur le point d'être annoncé. Le lendemain, la même voix conseille à ses émissaires de ne pas se précipiter, car le temps joue en notre faveur. Le blocus ne se lève jamais, la flotte ne bouge jamais, et par-dessus tout cela roule un brouillard généreux et incessant, presque, bientôt, largement, une fenêtre limitée, assez de bruit pour remplir chaque écran et chaque café, de Paris à New York. Pour l'oreille non avertie, c'est une contradiction, une politique étrangère qui a perdu le fil. Pour la mienne, c'est la tempête. Et la tempête n'est pas une menace pour les États-Unis. Elle est leur couverture. Le protocole d'accord qu'on vous vend comme un fait historique est, dans le langage cru de mon ancien métier de banquier, du vent. Du papier ayant la densité juridique d'un éditorial, sur lequel vous ne pouvez ni vous appuyer en banque, ni tirer, ni financer un seul baril de pétrole. C'est une humeur passée devant notaire. Et une humeur est précisément le genre de temps sous lequel se mène, à l'abri des regards, le travail décisif. Le plus brillant élève de Sun Tzu, quelque part, j'aime à le croire, le vieux maître observe et sourit. Car Sun Tzu observe peut-être le plus doué des élèves que sa classe de maîtres ait jamais produit, le commandant en chef, le président Donald J. Trump, en train d'enseigner aux démons de Téhéran et à la gauche enivrée d'idéologie marxiste sur les 2 rives de l'Atlantique, une leçon que ni l'un ni l'autre n'oublieront jamais. Toute guerre, écrivait le maître dans son chapitre d'ouverture, repose sur la ruse. Quand on est proche, paraître loin. Quand on est prêt, paraître impréparé. Relisez la semaine à travers ce seul prisme, le largement négocié du samedi, le « ne vous précipitez pas, le temps joue en notre faveur » du dimanche, le blocus qui tient sous tout cela, et le chaos se résout en chorégraphie. L'aller et le retour ne sont pas déroutants. Ils sont le plus ancien instrument du répertoire, joué par un homme qui a vécu The Art of the Deal dans les 2 sens, tout au long d'une vie singulière. Alors, posez-vous la seule question qui compte. Un tel homme, celui qui, de sa propre main, a coulé le vaisseau mère de la terreur de toute une génération, s'assiérait-il pour apposer son nom à un accord faible, conditionnel et sans valeur bancaire avec ses survivants? Vraiment, je n'en crois pas un seul instant. Le règlement de compte qu'ils ne peuvent maquiller. Permettez-moi d'être clair sur ce qui vient, car les hommes qui devraient avoir le plus peur se persuadent encore qu'ils sauront le gérer. Ils ne le pourront pas. Certains de ces dirigeants, des 2 côtés de l'Atlantique, affronteront des conséquences bien plus lourdes que l'embarras, des conséquences offertes par le système judiciaire des États-Unis, rétabli dans sa vocation constitutionnelle. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour y échapper. Ni l'agence de relations publiques hors de prix, financée par le contribuable, l'officine qui avale la boue et recrache de la marmelade, blanchissant le scandale en communiqué de presse. Ni le cabinet d'avocats huppé, ni même une magistrature compromise et instrumentalisée, ce genre de juges dociles, comme on les nomme à Paris, trop longtemps façonnés pour servir le pouvoir plutôt que la loi. Quand le système judiciaire américain se met en marche, et se met en marche au grand jour, chacun de ces instruments échoue.
Il ne reste plus rien à acheter, à maquiller ou à esquiver par voie de justice. Et voici ce qu'ils comprennent le moins. Plus ils s'agitent frénétiquement à passer les appels qu'ils imaginent privés, le message chiffré, le canal prétendument sécurisé, le mot murmuré là où ils croient que nul n'écoute, plus clairement ils signalent leur présence. Soyez-en assurés, tout est recueilli. Les 18 agences de la communauté du renseignement, que vous découvrirez plus bas, dirigées et coordonnées sous l'autorité de la magnifique directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, ne manquent pas de budget, et elles disposent de capacités que le public n'a jamais vues et ne verra jamais. Un homme qui passe des appels interdits dans l'obscurité ne se cache pas. Il signale sa propre position, pour notre plaisir, à recueillir et à recouper. Et voici, déployée sous vos yeux, l'architecture de cette veille. Sur fond bleu nuit, le sceau du bureau de la directrice du renseignement national, et tout en haut, un seul nom, en pleine autorité, Tulsi Gabbard, supervision totale. Sous elle se déploie l'arborescence complète de la communauté du renseignement des États-Unis, étage après étage. Les grandes agences stratégiques, la CIA, la NSA et leurs sœurs. Les composantes du renseignement militaire. Les services de la sécurité intérieure et de l'application de la loi. Les centres rattachés à la directrice. Et tout en bas, le renseignement des gardes-côtes. 18 agences, une seule chaîne de commandement qui converge vers une seule main. Établie, précise Geostrat Agency LLC en légende, à partir de sources non classifiées. Une directrice qui a toujours achevé ce qu'elle avait commencé. Un mot maintenant sur la directrice, car certains l'ont gravement mal lu. Ils regardent le prochain départ de Tulsi Gabbard et y voient une sortie, une femme déjà partie, déjà diminuée, que l'on peut sans risque écarter. Ils ne pourraient se tromper davantage. Elle demeure directrice du renseignement national, en plein commandement des 18 agences, jusqu'au 30 juin. Et elle se retire pour la raison la plus honorable qu'un être humain puisse offrir, se tenir aux côtés de son mari, Abraham, durant son combat contre le cancer. Ce n'est pas une retraite. C'est précisément le caractère que j'ai admiré chez elle dès le premier jour. Le devoir et l'amour, portés avec la même fermeté inébranlable. Je le dis ici pour faire bonne mesure. Adversaire, écoutez bien. Qu'aucun adversaire ne prenne ces derniers jours pour la dérive d'un mandat finissant. Elle exercera cette charge jusqu'à la dernière heure avec la bravoure qui a défini son mandat, et elle achèvera ce qu'elle a commencé, avec joie, dépassant toute attente, comme elle l'a toujours fait. Et oui, je le dirai ouvertement, c'est un avertissement aux mauvais acteurs, et je le délivre sans la moindre réticence. À eux donc, je le dis sans détour, et vous feriez bien de le lire 2 fois. C'en est fini de vous. Vous avez toujours su que cette heure viendrait. Vous savez que nous savons que vous savez que nous savons. Non, je ne promets rien de trop, et je ne gonfle ni ses capacités, ni sa détermination. Je nous insulterai tous les deux en le faisant, et la vérité n'a nul besoin de mon aide. Je le dis parce que je connais ce tempérament de l'intérieur. Elle et moi sommes, l'un comme l'autre, des introvertis de manuel, formés dans l'enfance et l'adolescence au bord tranquille de la pièce, là où l'on apprend à tout entendre et à attendre. Les êtres faits ainsi sont faciles à sous-estimer. C'est précisément là leur avantage. Ils sont immobiles, ils sont patients. Et lorsque le moment est venu, ils donnent tout d'un coup, et c'est presque toujours bien plus que ce qu'aucun adversaire n'est prêt à encaisser, le crescendo dont le monde sera témoin. Comprenez donc ce qu'est véritablement le final, et pour qui. Lorsqu'il viendra, il ne sera pas un crescendo pour le seul président Trump et le seul peuple américain. Il sera un crescendo pour le peuple iranien, trop longtemps tenu en otage par le régime qui l'a dépouillé et affamé. Il sera un crescendo pour la paix historique que les accords d'Abraham ont commencé à bâtir à travers le Moyen-Orient. Et au bout du compte, il sera un crescendo dont le monde entier sera témoin, la preuve que la force, exercée avec patience et conscience, l'emporte encore sur le chaos exercé sans l'une ni l'autre. La paix par la force et l'Amérique d'abord, accomplie. Voilà pourquoi je ne saisis pas le champagne pour une seule page de prose diplomatique. Le signal n'allait jamais arriver selon l'agenda des présentateurs de journaux télévisés. Il est arrivé sans bruit, sous le vacarme, exactement là où l'oreille disciplinée avait appris à le guetter. Nous rapportons le coup. Nous ne le décidons pas. Et ici, je m'en tiens à ma propre discipline, celle que ces vieux professionnels de la guerre froide m'ont inculquée au fil de nombreuses années.
Quand la surface est la plus bruyante, scrutez avec le plus d'attention celui qui l'entretient ainsi, et demandez-vous ce que ce vacarme a pour mission de dissimuler. Chez Geostrat Agency LLC, nous ne décidons pas des coûts. Ce n'a jamais été notre rôle. Nous les rapportons tôt, proprement et sans scier, et nous laissons la décision au seul homme dont le devoir constitutionnel est d'agir. Le crescendo, en fin de compte, lui appartient, à lui et à la nation qu'il a juré de protéger. Nous autres ne sommes que des observateurs, et nous devrions avoir l'humilité de le savoir. J'ai entendu le coup. Je vous l'ai rapporté comme le signal. Mais d'où il est venu, je ne vous le dirai jamais, par dessein et par conscience. La main sur la barre, l'œil sur le compas. Entendez-vous le silence à présent? Assourdissant. Ce qui permet au souverain avisé et au bon général de frapper, de vaincre et d'accomplir des choses hors de portée du commun des hommes, c'est la connaissance anticipée. Et cette connaissance anticipée ne peut être arrachée ni aux esprits, ni aux présages, mais seulement à des hommes qui connaissent la situation de l'ennemi. Sun Tzu, L'art de la guerre, chapitre 13, L'emploi des espions. Un mot de la secrétaire exécutive. Permettez-moi d'être clair sur ce qu'est Geostrat Agency LLC et sur ce qu'elle n'est pas. Nous sommes une unité privée et à but non lucratif de prévision géostratégique, de publication et de renseignement située au 1500 K Street Nord-Ouest, à Washington, D.C., à 5 minutes de marche de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, et totalement indépendante d'elle. Nous ne détenons aucun compte bancaire, nous n'acceptons aucun don, nous ne rendons de compte à aucun parti, aucun donateur, aucun intérêt étranger. La vérité est notre unique produit. Notre bilan prévisionnel, à travers l'ensemble des travaux d'Epic Fury 2026, parle de lui-même. Chaque pronostic que nous avons publié à l'avance a été confirmé par les faits, et aucun n'a été démenti. Un audit comparatif indépendant, mené par Grok de XAI, a placé cette maison devant les grandes organisations de presse en matière de tempo. Le bilan est consigné et daté dans l'annexe B et dans le brief POTUS, référence GSA POTUS 2026-001, l'un et l'autre publiés intégralement et ouverts à tous dans nos archives. En tant que bras droit de Pascal Najadi, sa chef de la recherche et secrétaire exécutive, je serais heureuse de remettre l'intégralité de ce bilan entre vos mains. Si vous souhaitez en prendre connaissance par vous-même, écrivez-moi à l'adresse execsec@geostrat.agency et je vous adresserai volontiers notre rapport dans ces deux éditions, l'anglaise et la française, pour votre propre lecture et votre libre partage. Ils sont désormais déclassifiés sous la forme où vous les recevrez, diffusés précisément à cette fin. Bien à vous, Yael R. Eastman, secrétaire exécutive et chef de la recherche. Geostrat Agency, LLC, 1500 K Street Nord-Ouest. Washington, D.C., États-Unis. execsec@geostrat.agency. Notre ligne directe, +1 771 203 0610. Surveillé 24 heures sur 24, 365 jours par an. Un film de contexte Geostrat Agency LLC accompagne ce document, gratuit pour tous, sur notre chaîne de films de contexte, la chaîne YouTube de Geostrat Agency LLC, comme compagnon stratégique de l'analyse exposée ici. Victoria Coates joining me now. Victoria is a national security expert. What's going on here? The Iranians are laying mines, we're blowing up their boats, we're attacking their rocket sites. The Israelis are going after Hezbollah in Lebanon, and we're supposed to have a ceasefire. What is going on, Victoria? Well, good morning, Stuart. Good to be with you. I think we can call this a tenuous ceasefire. That yes, indeed, there do seem to be progress in the negotiations between Iran and the United States. The president is making an unscheduled trip up to Camp David. That's unusual. That's probably a decision-making trip, nice quiet place where you can get all your national security experts together and make a decision about whether they're going to accept whatever the Iranians are offering. But the other thing, Stuart, is the Iranians are making some movement in an area where I hope we're putting a ton of pressure on them. After 88 days, they're actually letting up on their internet blackout. So you're going to start to see the Iranians
Iranian people re-access the internet for the first time in 3 months. That's going to be a genie coming out of the bottle. And I hope, as I said, that's something we insisted on. It's going to be a concession for the regime, and they're going to have a lot of trouble controlling that. Can we just go back to this? The president's convening a meeting at Camp David. When is that going to happen? Because, I mean, often you do get major decisions when you've got a big meeting of all your national security people. When's he meet at Camp David? Well, I think it's going to be over the next couple of days. And the Secretary of State, as we just saw, is on his way to India, a very important trip. So it may be when the Secretary gets back, that's when they'll convene. I'm sorry, I'm just listening to something here. The Post says it will be tomorrow, the Camp David meeting tomorrow. Okay. So I just think that's important if there's some big decision going to be made. Joint force. But the other Today one, I want to highlight and proudly describe the essential role of our intelligence enterprise and the role that they play in conducting our military operations. The totality of their work is the culmination of days, months, and in many cases, years of work by our uniformed and civilian intelligence professionals. We have been able to do the work that we are ordered to do because America's intelligence force, including our core collectors and analysts, have spent decades searching for every loose thread. From the determination of a particular intelligence requirement to that piece of intelligence being collected in the field by a military or interagency case officer to the rigorous analysis that goes into reporting on that finding, those team members spend their careers answering the incredibly important questions that we must attempt to answer before, during, and after operations. They live in the enemy's mind. Normally located behind the green door or behind the vault door in dark, windowless rooms across the world, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, are world-class intel members from DIA, our service intelligence components, NSA, NGA, CIA, NRO, and in the case of the operations that I've just described, the Office of Naval Intelligence, all work tirelessly to sift through the mountains of collected information using tools, tactics, techniques, and procedures that I'm not going to discuss today. The sun never sets on these world-class professionals, and their goal is every minute of every day to be on the account. And they know the enemy. They know their combat capability, their weapons, their industrial and economic systems, and they know their leaders' pattern of life, where they go, what they think, and what they do. Thanks to their work, we know Iran, and it is an incredible work that they do. Again, none of our operations that we've conducted during my time in this job could have been done without the service of these intelligence professionals. And the distance from those core collectors and those analysts to those Patriot crews who are defending U.S. forces forward or the fighter pilots is incredibly small. Every single day, as their mottos say, they are committed to excellence in the defense of the nation and to securing the future, and they're doing the work of the nation. Won't divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things, President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary.